Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci Salah d'être avec nous pour ce week-end d'hommage à Clément Méric et de lutte. Salah, donc tu es avocat franco-palestinien. Tu viens de Jérusalem où tu es né, où tu as vécu et milité avant d'en être expulsé par Israël vers la France. Tu t'es battu et tu te bats encore, bien sûr, pour le droit des Palestiniens à rester sur leur terre, pour le droit au retour des réfugiés et contre le colonialisme sioniste, pour une Palestine libre et démocratique. Très tôt, tu as connu la répression et l'enfermement, presque 9 années de prison au total. Et aujourd'hui, ni toi, ni ta famille qui était en France ne peuvent retourner en Palestine. Alors, je vais commencer par poser une première question, on va dire un peu d'introduction, quoi, mais je vais revenir sur une phrase que tu as dite quand tu es arrivé en France en septembre 2022, après avoir été expulsé. Tu as dit lors d'une prise de parole, « Notre devise devrait être résistance, libération, retour ». Voilà. Et donc, je voulais que tu reviennes sur ces trois termes et ce qu'ils signifient pour toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation d'être parmi vous. Ce moment très important pour Clément, pour les camarades de Clément. On est là pour dire que la mort de Clément, elle n'a réuni encore une fois et on continue ce chemin de combat et de lutte. Arrivé en France, déporté en France le 18 décembre 2022, arrivé à l'aéroport, pour moi c'était clair que pour moi la Palestine c'est une cause et c'est pas la géographie. De m'avoir déporté ici, c'était clair que le chemin de cette résistance, le chemin de la lutte n'arrête pas ni devant la prison et ni devant le fait de la déportation. J'ai dit les mots résistance, libération et retour parce que c'est par là qu'on va passer, par la résistance, par la libération pour obtenir notre retour. Le fait qu'on est en face d'une force coloniale, son seul but c'est de se débarrasser des Palestiniens, notre seule riposte sera la résistance du peuple palestinien. Si on revient un petit peu sur ta trajectoire de militant à toi, est-ce que tu peux revenir sur ce que sont les enjeux pour les Palestiniens de Jérusalem face à la colonisation? Et toi, quelle est ton expérience de militant dans cette ville? Alors, Jérusalem, comme vous le savez, elle était occupée dans deux parties. Il y en a une partie qui s'était occupée en 1948, une deuxième partie, elle était occupée en 1967. La partie qui était occupée en 1948, elle était totalement déracinée, les villages totalement déracinés et les gens, les habitants, ils étaient envoyés à l'exil et sont devenus réfugiés, soit en Cisjordanie, soit dans les pays à côté, au Liban, en Jordanie, en Syrie et ailleurs. La deuxième partie de la ville, elle était occupée en 1967 et là, la majorité des gens, ils sont restés à Jérusalem. Mais dès le premier jour, c'était clair, le plan colonial israélien, c'était de faire partir les Palestiniens de Jérusalem. Et ça continue depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui. Les moyens par lesquels ils sont faits, ils sont nombreux. Que ce soit par les lois, les plusieurs lois qui étaient faites. Par exemple, la première loi elle était faite en 1982 où le Parlement de l'occupant israélien a déclaré que Jérusalem est devenue le capitale uni pour Israël. Et ça n'a pas arrêté ici. Après les accords d'Oslo, ils ont fait une loi qui s'appelle la loi de centre de vie, où tu es obligé de montrer que Jérusalem, c'est le centre de ta vie, sinon tu perds le droit de résider à Jérusalem. Pour les gens qui sont nés à Jérusalem, ils ont un statut spécial. Ils ont pas de nationalité. Ils n'ont ni la nationalité palestinienne, ni la nationalité israélienne. Ils n'ont qu'une carte de résidence
qu'ils doivent le renouveler tous les 10 ans pour garantir et habiter à Jérusalem. Moi, j'avais ce statut. Mais moi, comme ma mère elle est française, j'ai eu la nationalité aussi française. En 2018, alors comme beaucoup des Palestiniens à Jérusalem, assez jeunes, on a découvert c'est quoi l'occupation israélienne. Mais on va aller après là-dessus pour parler d'incarcération et tout ça. Mais en 2018, il y a une nouvelle loi qui a été faite qui s'appelle la loi de 2018 qui s'appelle le défaut d'allégeance. Alors qu'on n'a pas à donner allégeance à une force occupante, mais cette loi de 2018, la défaut d'allégeance, elle a donné le pouvoir au ministre de l'Intérieur israélien de retirer la carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem pour défaut d'allégeance qui est basé sur un dossier de sécurité secret. Alors tu ne sais pas pourquoi ils te révoquent la carte de résidence. Par cette loi, on était 13 à être visés. Il y en a 7 qui sont toujours en prison. Moi, j'ai été déporté en France. Et il y a 3 parlementaires palestiniens qui étaient élus en 2006. Ils leur ont enlevé leur carte de résidence et ils les ont envoyés dans les territoires de l'autorité palestinienne. Et maintenant, ils sont totalement sans papier. À côté de ces lois, il y a la politique quotidienne à Jérusalem pour faire partir les gens. Le mur, par exemple, le mur de séparation qui était construit entre 2005 et 2010, qui a changé totalement les frontières de Jérusalem, qui a fait sortir 150 000 habitants des territoires de Jérusalem. La question de destruction des maisons quotidiennes, la confiscation des terres, la confiscation des maisons. Il y a les projets coloniaux qui n'arrêtent pas dans la ville. Bien sûr, il y a les constructions des colonies, mais il y a aussi, par exemple, le projet du tramway qui a été construit par une compagnie française. Et il y a le nouveau projet, par exemple, de téléphérique qui va être construit dans les 5 ans qui viennent. Pour les Israéliens, c'est clair, et ce n'est pas caché. Ils veulent, d'ici à 2030, une majorité israélienne dans la ville et une minorité arabe. Mais pour appliquer ce plan, il faut au moins se débarrasser encore de 150 000 à 200 000 habitants palestiniens de Jérusalem. Alors tous les moyens sont faits pour faire partir les gens de Jérusalem. Et bon, alors comme de très nombreux et nombreuses Palestiniens et Palestiniennes, tu as connu différentes incarcérations au long de ta vie. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette expérience-là ? Alors, comme beaucoup de Palestiniens qui sont passés dans les prisons israéliennes, moi j'ai découvert cette question très 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 jeune. J'étais blessé à balle à l'âge de 15 ans, arrêté la première fois à l'âge de 16 ans pour 6 mois. Après, j'ai été arrêté en 2004 pour 5 mois en détention administrative. On peut développer après là-dessus. En 2005, arrêté, j'ai passé 7 ans dans les prisons de suite. J'ai été libéré en 2011 grâce à l'échange avec le caporal franco-israélien à l'époque, Gilad Shalit. Après, ça n'a pas arrêté. En 2014, j'étais interdit d'entrer dans les territoires dans le territoire de l'autorité palestinienne pendant 18 mois. Ma femme s'est fait expulser alors qu'elle était enceinte en 2016. Re-arrêté en 2017 pour 13 mois en détention administrative. 2020, ça a commencé la révocation de ma carte de résidence. Arrêté pour 10 jours d'interrogatoire en 2020. Re-arrêté en 2022 pour 9 mois en détention administrative et après déporté en France. Ça va faire plus ou moins 22 ans d'harcèlement qui ne sont pas arrêtés et qui continuent aussi en France aujourd'hui.
comment toi tu analyses cette politique carcérale israélienne, quoi, qui s'applique quand même de manière assez systématique envers le peuple palestinien, quelle que soit sa façon de militer, quoi. Alors, bien évidemment, avant 67, ça existait, les prisons israéliennes. Mais vraiment, les comptes, on les a après 1967. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 850 000 Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. Il y a plus ou moins, il n'y a pas une maison où il n'y a pas un ou une personne qui sont arrêtés. L'emprisonnement, le système carcéral, c'est là où les Israéliens essayent de briser la volonté des résistants et des résistants palestiniens dans les prisons. Les conditions de détention des prisonniers politiques, tout est fait pour briser la mentalité et la volonté des gens dans les prisons. Si on va parler aujourd'hui, il y a 5000 prisonniers politiques palestiniens. Parmi eux, il y a 1000 en détention administrative. J'expliquais, on peut élargir là-dessus. Il y a 160 enfants, 1000 prisonniers malades, 40 femmes, 350 prisonniers qui ont passé plus que 20 ans. 25 prisonniers qui ont passé plus que 25 ans et une vingtaine de prisonniers qui ont passé plus que 30 et 37 ans. Les prisons, je vais commencer par, je vais essayer de faire une résumé de ces conditions. On va commencer par la détention administrative. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948. C'est un ordre, et après les Israéliens ils l'ont appliqué sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une durée entre 1 mois et 6 mois. Ces périodes sont renouvelables, ça peut être renouvelé pour plusieurs fois. Cette arrestation est basée sur ce qu'on appelle un dossier de sécurité secret. Tu ne sais pas pourquoi tu es détenu. Ce dossier, il reste discret entre le procureur militaire et le juge militaire. Moi, je l'ai vécu du deux côtés, en tant que prisonnier, en tant qu'avocat. Ni l'avocat, ni le prisonnier a accès au dossier. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu es en prison. Et dans ce cadre-là de détention, il y a 1000 aujourd'hui et il y a 11 enfants. Cette façon arbitraire de détention, elle est faite juste pour la destruction systématique de la vie des gens. Parce que depuis la réoccupation de la Cisjordanie en 2002, il y a des gens, il y a des prisonniers qui ont passé plus que 12, 13, 14 ans en détention, dans la détention administrative. On choisit les moments les plus dramatiques dans la vie des gens pour les mettre en détention administrative. Et il y a aussi les enfants, qu'il y a 11 enfants aujourd'hui dans cette détention. Il y a aussi la question des enfants, 160 enfants, des enfants de l'âge de 12, 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ils sont détenus dans 2 prisons séparées. Les conditions de détention aussi des enfants sont comme les adultes. Aucun droit des enfants est respecté. L'occupation israélienne, malgré qu'elle prétende signer la Convention des droits des enfants, cette convention ne concerne pas les enfants palestiniens. Et la majorité de leurs droits est bafouée. Par exemple, un enfant, ils ne peuvent pas continuer leurs études pendant toute la période de leur incarcération. Ils peuvent passer des mois et des mois sans pouvoir visiter et avoir contact avec l'extérieur. Des tortures physiques et psychologiques pendant les interrogatoires. Moi, à l'âge de 16 ans, quand j'étais arrêté la première fois, j'étais mis dans un centre d'interrogatoire dans une petite cellule de 3 mètres carrés, des murs grises foncés, une petite lumière jaune,
un petit trou dans le sol qui ressemble aux toilettes, un petit matelas de 2 cm, une couverture, où j'étais isolé là-bas 60 jours d'interrogatoire, où un interrogatoire, des fois, ils peuvent arriver à 22 heures, à 23 heures de suite, sans aucun arrêt. Après, ils te laissent se reposer 1 heure. En fait, cette 1 heure, elle t'épuise de plus parce qu'il te laisse dormir 1 heure, après il te réveille, il te remet sur la chaise d'interrogatoire, menotté toute la journée. Et les enfants, ils se font interroger dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on a le cas de Ahmad Manasra, par exemple. Ahmad Manasra, un jeune Palestinien de Jérusalem, qui était blessé à balle au moment de son arrestation. Et il a passé des interrogatoires très intensifs. Il était torturé physiquement, psychologiquement. Il a vite développé des maladies psychologiques et mentales. Et à la place de lui donner les soins adaptés pour ces maladies, il était envoyé depuis 2 ans à l'isolement total, où ces maladies sont en train de se développer à l'isolement total. Et toute demande à sa libération, ils étaient refusés. Alors dans ce cadre de vie, il vit les enfants palestiniens dans les prisons israéliennes. Il y a la question des femmes. Les femmes, les résistantes palestiniennes aussi, ils subissent les mêmes circonstances de détention que les restes des prisonniers. Et vraiment, des fois, ils sont dans des conditions plus dures et plus sévères. On peut avoir des exemples. Il y a des femmes, au moment de leur arrestation, ils étaient enceintes. Et au moment de leur accouchement, ils le prenaient dans un hôpital qui est dans une prison. Et pendant l'accouchement, ils étaient obligés d'avoir une main et un pied attachés au lit au moment de l'accouchement pour des raisons de sécurité. Les femmes récemment, en février-mars, parce qu'ils ont protesté contre les conditions de détention, ils se sont fait gazer et menottés et gazés dans leur cellule pendant quelques jours. Alors la femme et les femmes subissent ces mêmes circonstances de détention. Il y a la question des prisonniers malades. Aujourd'hui, il y a 1000 prisonniers malades dans les prisons israéliennes. Ces maladies, de différentes maladies. Mais il y a vraiment un danger sur la vie des gens quand ils sont une fois en prison et malades. Parce qu'il y a cette politique de négligence médicale systématisée pour tuer les gens une fois qu'ils sont malades dans les prisons. Depuis 1967, et il y avait avant, mais là on a les chiffres depuis 1967, jusqu'à aujourd'hui, il y a 240 prisonniers qui sont morts dans les prisons israéliennes. Ces martyrs, ils sont tombés pour plusieurs raisons. Il y en a qui sont morts parce qu'ils sont fait assassiner juste après leur arrestation. Il y en a qui sont morts à cause des tortures physiques dans les prisons. Il y en a qui sont morts à cause de cette négligence médicale. Aujourd'hui, 29 prisonniers malades avec la maladie de cancer qui risquent leur vie de mourir dans la prison. Depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 prisonniers morts dans les prisons israéliennes. Et les plus durs, les plus inhumains, les plus criminels, on peut dire que même après la mort de ces prisonniers, l'occupant israélien il refuse de libérer les corps morts de ces prisonniers et il les garde jusqu'à la fin de leur détention. Aujourd'hui, dans les cimetières animéraux israéliennes, il y a 13 prisonniers morts, détenus dans ce qu'on appelle les cimetières animéraux. Alors la mort ne finit pas la souffrance des familles. À l'inverse, on continue la torture. Alors on peut parler des heures et des heures, mais là j'ai fait un petit résumé de ces conditions de détention qui sont dures, qui sont criminelles et qui sont faites juste pour assassiner la mentalité et la volonté des gens. Et tu as évoqué ton rôle d'avocat. Est-ce que tu peux revenir sur la résistance des Palestiniens en prison et notamment du rôle de Adamir? Ouais, alors, pour nous, en tant que prisonniers politiques, alors
je veux commencer par les rôles des avocats et j'irai après sur la question des prisonniers. Alors, il faut juste, il y a un point qui est vraiment important. Quand on parle de l'occupation israélienne, il faut vraiment imaginer, il faut vraiment savoir qu'on n'est pas dans un système judiciaire classique, on n'est pas devant un état de justice. Tu es devant un état colonial, une force coloniale, que son système judiciaire, il fait partie du système de répression. On n'est pas dans un pays où il y a une justice. Pour les Palestiniens, le mot justice, dans le cadre du système judiciaire israélien, que ce soit civil ou que ce soit militaire, pour nous, ça ne fait pas de différence. Parce qu'on peut avoir des milliers d'exemples, mais il n'y a pas une maison palestinienne détruite cette destruction, elle n'est pas accordée ou elle n'est pas accordée par la Cour suprême israélienne. Il y a pas. Alors le cadre, le rôle d'avocat, nous, ce qu'on faisait, c'était plutôt le soutien moral pour les prisonniers, et on ne fait pas que le soutien dans les tribunaux. On le fait dans le cadre de l'advocatie, on le fait dans le cadre de documentage, de documenter la vie, on le fait sur plusieurs pistes. Le travail de Ad-Damir. Ad-Damir, pour éclaircir, c'est une ONG palestinienne qui travaille sur la question des droits des prisonniers politiques et qui a été déclarée depuis 2020 avec 5 autres ONG comme des organisations terroristes. Alors après, dans la prison, pour nous, comme on savait, le but de notre emprisonnement, c'était de vraiment casser la mentalité et casser la psychologie. Nous, on a tout fait l'inverse pour rendre utile les mois et les années de notre incarcération. On a tout fait pour que pas l'occupation israélienne applique ces rêves de nous casser dans les prisons. Alors il faut savoir que nous, on était isolés que entre prisonniers politiques, on n'était pas mixés avec des prisonniers de droit commun. On avait cette vie bien organisée dans la prison, parce que la prison, c'est un enjeu, on va dire, entre le prisonnier et le temps. Qui va contrôler qui? C'est nous, en tant que prisonniers, on contrôle le temps, ou c'est le temps qui va nous contrôler? Alors, on a tout fait pour remplir notre emploi du temps dans la prison, pour essayer de dominer le temps au maximum. Bon, il reste des trous parce que c'est long. Alors, on avait cette vie organisée. Je parle de vie organisée. Par exemple, on avait nos congrès annuels discrets organisés dans la prison. On avait nos élections qui concernent tous les prisons, par contre. Discrets, nos élus discrets, nos comités dans la prison elle-même. Des comités, ça dépendait de nos besoins. Des comités de culture, des comités d'organisation, des comités de sécurité, des comités de gérer, avec des comités pour faire, par exemple, la nourriture quotidiennement pour les prisonniers. On avait, le plus important, c'était la vie quotidienne, comment on la gérait. On avait cette vie collective. Réveil ensemble, on mangeait le petit-déj collectivement. On avait un premier cours, ça dépend de quel domaine on avait décidé de le prendre, que ce soit cours d'histoire, cours d'idéologie, d'économie, des journalistes. Et des fois, ça tombait de la chance que tu avais vraiment des gens spécialistes sur certains termes, parce que dans la prison, tu peux trouver de tout. Alors après, on sortait dans les cours pendant quelques heures collectivement. Quand on rentre l'après-midi, on avait 1 heure, 2 heures à lire. C'était obligatoire pour nous de finir de 2 à 3 livres par mois. Après, le soir, la même chose, on faisait à manger collectivement, un cours le soir.
Et bon, on regardait la télé de temps en temps le soir, et après on lit Bon, il y avait cette vie solidaire bien organisée. Et on protestait, bien sûr, pour améliorer nos circonstances de détention, jusqu'à qu'on arrive à un moment où on déclenche une grève de la faim. Pour nous, la grève de la faim, c'était le moyen stratégique pour défendre nos droits, défendre notre dignité. Parce que quand je parle de ce moyen stratégique, c'est vraiment de préparer une guerre, de préparer une grève de la faim. Parce que tu as 10, 20 prisons, ça dépend de l'époque, où ils sont loin un de l'autre, de faire la communication entre les prisonniers, de se mettre d'accord sur les demandes, de faire les listes des prisonniers qui vont faire la grève de la faim, faire la communication avec l'extérieur, faire la communication avec les médias, organiser les jeunes, surtout les nouvelles générations qui n'ont jamais fait une grève de la faim en prison, les former comment on tient debout dans une grève de la faim, parce que pendant une grève de la faim, il y a vraiment des crimes de guerre qui peuvent être commis contre les prisonniers au moment du déclenchement de cette grève. Moi, j'en ai fait 2 grèves de la faim, une 2011 et juste récemment là, en septembre. Des exemples, par exemple, en septembre, j'étais pris de ma cellule au moment du déclenchement de la grève de la faim. J'étais placé à l'isolement total dans une pièce de 2 à 3 mètres carrés. Pas de soleil, pas de fenêtre, une porte blindée, un petit lit attaché au sol, un petit matelas, une couverture, un petit mur, il cachait les toilettes, une caméra 24 heures sur 24 heures sur ma tête, des pressions quotidiennes. Le corps, après quelques jours de grève de la faim, tu peux vraiment à peine dormir 4 à 5 heures par jour. Au moment où ils te voient que tu es arrivé à dormir, 1 heure après, ils viennent, ils ouvrent la porte en disant, bah voilà, on a un ordre de fouiller la chambre, alors que la chambre, il n'y a rien dans la chambre. Il n'y a que la bouteille d'eau qui est présente, juste pour te réveiller, te faire sortir, perdre de la force, te perturber le sommeil, parce qu'après, tu ne peux pas dormir. Ils viennent avec des menus, te dire, voilà, il y a un menu, tu peux choisir ce que tu veux à manger. Ils viennent te proposer à manger tous les jours. Les docteurs de la prison, ils sont complices là-dessus. Ils sont complices là-dessus. Ils viennent distribuer des tracts en disant tu vas devenir aveugle, tu vas devenir sourd. Bon. Après, il y a d'autres moyens. En 2011, on était dans une prison, on était 80 isolés pendant une grève de la faim. Ben, la méthode, c'était qu'ils ont, devant les fenêtres de la cellule, ils ont installé des grands ventilateurs. Ils ont démarré les ventilateurs. 10 minutes après, ils ont fait rentrer des prisonniers des droits communs israéliens. Et ils ont installé leur barbecue, ils ont démarré leur barbecue alors qu'on était, nous, à la 15e jour de notre grève de la faim. Mais pour nous, c'était hors de question qui nous casse et qui marche sur notre dignité et notre droit. Alors c'est vraiment toute une bataille. Mais il faut passer par là pour obtenir des droits et améliorer les circonstances de détention. Alors on avait cette vie de résistance malgré la prison. Et du coup, après ces années d'incarcération et de militantisme, Israël finit par t'expulser définitivement du pays et notamment fait pression sur ta famille pour ça. Et est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus et pourquoi, selon toi, c'était important pour eux de t'exiler en France, de ne plus t'avoir sur le sol de Palestine, plutôt que de te garder dans leur prison ou de renouveler leur harcèlement judiciaire comme ils savaient le faire avant? Alors, pour remettre les choses en ordre, moi, je ne suis pas le seul. Moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si je vais dire la chance, que mon cas il soit médiatisé, que j'ai la nationalité française, il y avait le comité de soutien. Bon. Mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres prisonniers de Jérusalem et d'autres endroits. Par exemple, en 2011, lors de l'échange avec le caporal franco-israélien, ils étaient expulsés à Gaza. Ils n'ont plus le droit. Il y en a qui s'étaient envoyés en Turquie, il y en a qui s'étaient envoyés au Qatar, il y en a qui s'étaient envoyés en Syrie, au Liban. Bon. Moi, c'était à l'époque, en 2008,
après qu'il y avait certaines, après la montée du comité de soutien, et il y avait ils commencent à parler de mon cas. Ils m'ont fait une proposition qu'à la place de 7 ans de prison, on te propose d'aller vivre en France 15 ans. 20 ans en France à la place de 7 ans de prison de suite. Moi, à l'époque, c'était une décision dure, mais je l'ai fait, j'ai refusé. J'ai dit, je ne veux pas aller vivre en France et faire tomber toute ma prise de position et laisser mes camarades en prison et aller profiter de vivre en France, alors, parce que j'ai la nationalité française. Et j'ai pris la décision de rester en France. Pour eux, cet refus de cette proposition, c'était une alerte rouge en disant bah, c'est pas normal qu'un jeune de 19 ans à l'époque il refuse cette proposition. Alors l'harcèlement n'a pas arrêté. Jusqu'à l'arrivée qu'au moment de 2020, quand ils m'ont appelé pour me donner le premier alerte, si on veut dire, de la révocation de ma carte de résidence, je suis rentré dans le bureau de la police. Il y a le chef de renseignement de Jérusalem, à l'époque, qui est rentré dans la salle. Il m'a dit, c'est signé par la ministre de l'Intérieur, mais moi, je te le dis clairement, ça, c'est nous. Nous, on ne veut plus de toi ici à Jérusalem. Tu étais blessé à balle, ça ne marchait pas. 10 ans de prison, ça n'a marché pas. Des ordres militaires et des arrestations à domicile, ça ne marchait pas. On ne veut plus de toi à Jérusalem. On va tout faire pour que tu pars de Jérusalem. Alors, pour eux, il faut casser, et c'est ça la stratégie israélienne, il faut arriver à casser les images des gens. Ils ne veulent pas, je ne veux pas dire que je suis un modèle, je ne suis pas le modèle de la résistance palestinienne, et je ne dirai jamais ça, mais ils ne veulent pas des gens qui disent non au système colonial. Ils veulent briser et casser les images des gens qui sont en train de résister sur place. C'est pour ça qu'ils ont pris la décision de me déporter en France en croyant qu'arrivé ici en France, je vais fermer ma gueule, je vais vivre la vie d'un Parisien tranquille ici en France et ça va marcher comme ça. Pour moi, dès la première minute, c'était clair, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher comme ça. Ils m'ont déporté, on change de moyen de résistance, mais on la continue cette résistance. On va pas arrêter notre chemin que j'ai choisi depuis 20 ans parce qu'ils m'ont déporté ici en France. Et du coup, les pressions en France continuent, c'est-à-dire que c'est pas comme si tu étais laissé tranquille, parce que dès que tu prends la parole quelque part, il y a des pressions qui s'exercent. Alors, la France, on va dire la France officielle, là, le gouvernement, les présidents, n'ont rien fait presque pour arrêter la déportation. Il y a juste une condamnation qui est sortie du Quai d'Orsay après que je suis arrivé. Les pressions étaient avant mon arrivée. Ma femme, la ministère de l'Intérieur, 2-3 jours avant mon arrivée, ils n'arrêtaient pas les pressions sur elle pour ne pas communiquer le jour de ma déportation, interdit de prévenir les médias en disant que c'était le jour de la Coupe du Monde. Bah, ils ont bien choisi la date et qu'il y a un ordre par le ministère de l'Intérieur qu'on ne parle que de la Coupe du Monde, interdit de dire bon, une fois arrivé, bon, il y avait du monde à l'aéroport, mais dès le premier jour, la pression n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier soir. Tu as des députés de l'extrême droite avec l'ambassade d'Israël, avec le CRIF, et surtout, c'est des députés français, je pense, je ne veux pas dire qui reçoivent directement les ordres de l'ambassade d'Israël, mais il y a ces pressions d'essayer d'arrêter les prises de parole, d'arrêter tout ce qui concerne la question palestinienne. Ça a commencé avec une interdiction du CRIF, du préfet à Nancy, mais bon, on a passé à la justice, on a gagné. Après, à l'université, c'est à Paris, c'est passé avec un peu physiquement, ils étaient là. À Toulouse, c'était plus chaud un peu avec la présence des gens du CRIF et des alliés à eux. Mais ce qui est important ici à dire, que nous, ici, sur la question palestinienne, ici en Europe, ici en France et ailleurs, mais c'est vraiment
ici en France. Je parle de France parce que c'est vraiment l'endroit où ils essayent vraiment de fermer sur la question palestinienne. Parce que moi, personnellement, je suis mieux reçu dans des pays comme, par exemple, l'Espagne, en Belgique, en Irlande. Mais en France, tu sens qu'il y a cette décision. Alors, pour eux, ils veulent arrêter la prise de parole. Ils veulent que la question palestinienne devienne un tabou ici, en France. Pour moi et pour d'autres, c'est hors de question qu'on se soumet à ces pressions, que ce soit politique, ou que ce soit le CRIF, ou que ce soit l'ambassade d'Israël, ou quoi qu'il soit, quoi. Alors je vais un peu revenir sur la situation en Palestine aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment toi tu analyses ce nouveau gouvernement Netanyahou? Est-ce que pour toi l'arrivée de l'extrême droite dans ce gouvernement change fondamentalement les choses ou finalement pas tant que ça, quoi? Est-ce qu'en France on n'a pas une image un peu biaisée de ce changement de gouvernement? Ici, en France et en Europe, pour faire les choses plus légères, on dit le gouvernement israélien. Comme si le gouvernement israélien de l'extrême droite est tombé du ciel. Non, ce gouvernement d'extrême droite, il a été élu par une société d'extrême droite. C'est comme ça les choses. Pour nous, les Palestiniens, que ce soit l'extrême droite, la droite centrale, ou la gauche centrale, ou la gauche, pour nous, ça ne change rien. Le début de l'occupation, c'était avec la gauche travaillistes de Ben Gurion à l'époque, qui sont montés avec l'idée que c'est nous, la gauche, qui viennent de partout de l'Europe, on veut monter le système social dans la région. Pour nous, ça ne change rien. Et à l'inverse, pour nous, les Palestiniens, un gouvernement d'extrême droite, ça tombe dans nos intérêts. Ça tombe dans nos intérêts. Parce que ce système colonial, et ce gouvernement, le gouvernement qui est aujourd'hui, il montre clairement le visage de l'occupant. Ça, c'est le visage de l'occupant de A à Z. Que ça soit de gauche, de droite, mais ça, c'est le visage. C'est Ben Gvir, Smotrich. Bon, les Européens, c'est un peu lourd pour eux, pour Macron et d'autres, c'est un peu lourd l'image de Smotrich. Il a que à pas le recevoir le 6 et le 7 juin, parce que là, il vient le 6 et le 7 juin, Smotrich à Paris. Mais pour nous, les Palestiniens, ça change rien. Ça change dans le rythme de ce qu'on veut, nous, comme Palestiniens. Et là, je vais terminer là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. Pour nous, après 30 ans des accords d'Oslo, que c'était un piège et on ne va pas aller trop loin là-dessus, pour nous, les Palestiniens, il est clair, après 75 ans d'occupation, 30 ans de cette piège de processus de paix de Oslo, aujourd'hui, on est arrivé à une conséquence très claire. Là, on voit, parce que je sais que la question, elle était là, on voit les jeunes Palestiniens qui ont repris les armes en Palestine et sur notre droit, que ce soit l'organisation à Jenin, Naplouse, Tulkarem, Jéricho et partout avec ce qui se passe à Gaza, avec le soulèvement de 2021 qui était un soulèvement uni, palestinien uni qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Depuis Gaza, la Cisjordanie, les Palestiniens de 48, les Palestiniens de Jérusalem. Pour nous, l'image de 2021, c'est clair. Pour nous, pour notre génération. Le seul moyen de se débarrasser de cette force occupante, c'est la résistance. C'est une résistance palestinienne qui réunit, qui fait payer le prix à la force occupante avec un mouvement de solidarité avec vous, avec votre jeunesse, avec votre force. Parce que ici, en France et ailleurs, vous avez des missions à faire, des missions à appliquer. Ce occupant, il doit payer le prix de son occupation partout, pas que sur les territoires occupés, mais partout dans le monde. Il faut qu'on travaille ensemble à délégitimer cette occupation jusqu'à l'arrivée qu'on puisse vraiment, depuis l'Europe, depuis le monde, à faire à cet embargo et isoler cette force occupante. Pour terminer, merci de m'avoir invité à cette chaleureuse soirée.
Juste un dernier mot. Avec vous, avec votre force, avec tout ce que vous représentez aujourd'hui comme force, avec la résistance palestinienne, malgré tous les obstacles, malgré les forces qu'on a devant nous, malgré tout, on continuera cette démarche de solidarité, de résistance. On va bien faire comprendre à cette force occupante que la Palestine n'a jamais été et la Palestine ne sera jamais une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et merci.